En ce mercredi 3 septembre, on discute des défis des établissements collégiaux avec le directeur général du Cégep de Valleyfield, Marc Rémillard. On revient sur cet accident tragique survenu à Boucherville. On parle de 2 inaugurations très courues dans la région et on fait le point sur un nouveau projet de HLM à Valleyfield. Ceci n'est pas une revue de presse en compagnie des journalistes Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard, un balado de Gravité Média. On peut dire que la rentrée scolaire est déjà bien entamée, notamment pour les 3000 étudiants qui fréquentent le Cégep de Valleyfield. Comme d'autres établissements scolaires, les cégeps font face à plusieurs défis. On en discute aujourd'hui avec le directeur général du Cégep de Valleyfield, Marc Rémillard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Merci. On l'a dit, vous avez franchi la barre du 3000 étudiants. Là, concrètement, c'est environ 2500 au campus principal à Valleyfield, puis les autres au campus de Vaudreuil-Dorion et de Saint-Constant. En quoi c'est significatif comme chiffre pour votre établissement? Ça positionne où le cégep là, parmi les autres établissements? On dit souvent qu'on est un grand cégep des petits, parce qu'on est 48 cégeps. Il y a des cégeps qui frôlent maintenant le 10 000 étudiants, un niveau assez imposant, mais il y a des cégeps de 1 1100 étudiants. Donc, disons, dans le groupe du tiers des plus petits, nous serions dans les plus gros. Donc, peut-être comme ça, si on peut cibler là, dans l'ensemble du réseau collégial. Puis en quoi c'est significatif pour vous? Est-ce que c'est un objectif de dire on franchit cette barre? Pas nécessairement. Pas un objectif à tout prix d'accueillir des étudiants, mais ce que ça signifie, c'est que dans notre région, la Montérégie-Ouest, parce que 95 de nos étudiants proviennent de la Montérégie-Ouest, 3000 étudiants qui décident de fréquenter une institution collégiale, qui est notre cégep, c'est significatif pour la poursuite de leur parcours académique. Donc, ils optent pour le choix collégial, tout comme on peut opter pour le choix du DEP également. Là, dans la région, il y a plein d'offres également. Donc, c'est positif de savoir que les jeunes, reviennent sur le banc d'école de l'enseignement postsecondaire après la pandémie. Les années 2020, 21, 22 ont été plus difficiles au niveau des inscriptions. Tandis que là, le cégep progresse allègrement là, vers une hausse de 14 % encore cette année. Le réseau collégial est à 5 %. Donc, on est vraiment en hausse significative dans notre région. Est-ce que cette hausse des inscriptions chez vous, ça fait en sorte que, par exemple, vous devez refuser des étudiants ou on n'est pas là encore? Non, on a vraiment, je crois, là, en toute simplicité, on a géré notre progression en ajoutant des pieds carrés dans les dernières années. Donc, le campus principal, entre autres, on a grandi présentement pour génie civil puis génie mécanique et on a converti des étages de résidence étudiante en salle de classe et on a transféré la résidence dans un autre bâtiment tout près du cégep. OK. Et au même moment, on a déployé le centre d'études à Saint-Constant avec 375 étudiants. C'est un franc succès à Saint-Constant. Et Vaudreuil également, un campus qui s'ajoute. On en est à notre première année avec 180 étudiants qui y fréquentent. Donc ça, c'est une façon de mieux desservir les jeunes plus près de la maison. C'est prouvé aussi. Si on a un endroit pour étudier plus près de notre résidence, bien, ça augmente la motivation de poursuivre nos études. Oui, c'est clair. Puis on a aussi entendu beaucoup parler des étudiants étrangers qui sont en diminution dans la province. Est-ce que c'était un type d'étudiant que vous aviez beaucoup au Cégep de Valleyfield ou ça ne change pas grand-chose? Non, on n'a pas fait de mission à l'international dans les dernières années. Ce n'est pas l'option qu'on avait prise. On voulait vraiment desservir les jeunes de notre région, aller chercher des programmes techniques, entre autres, en lien avec les besoins de main-d'œuvre de notre région. Donc, on n'a pas fait de mission à l'international. Mais notre cégep attirait pareil à l'international. Hein. On choisit parfois un cégep dans une région qu'on connaît parce qu'on a des gens qui ont déjà immigré ici. Donc, on se rapprochait de notre famille. Donc, disons que ça nous a moins touchés en proportion. Un programme qui n'a pas été touché au niveau des règles migratoires, c'est l'AEC des infirmiers et infirmières formés à l'étranger. Donc, ça, ils n'ont pas été touchés. Donc, on en est déjà à notre 4e cohorte de 25 étudiants et étudiantes qui viennent ici perfectionner leurs compétences en soins infirmiers pour après se présenter à l'examen de l'ordre et devenir infirmier et infirmière au Québec. Qu'est-ce qui explique la hausse, selon vous, dans les établissements collégiaux? C'est la démographie. L'élément naturel démographique, là, le baby-boom qui a eu lieu là, il y a 17-18 ans, hein, c'est l'âge de nos étudiants. Donc, ça, c'est le premier élément, je dirais. Moi, souvent, je dis que les centres de services scolaires font un bon travail. Ils écopent souvent de mauvaise presse, malheureusement, mais pour connaître bien les 3 centres de services scolaires francophones de notre territoire, ils travaillent très fort à avoir les étudiants, leurs élèves persévérer. Et là, on en voit aussi le bénéfice. Je dirais le taux de chômage.
Nécessairement, quand le taux de chômage augmente dans la strate des 16-25 ans, l'intérêt pour venir poursuivre leurs études postsecondaires se manifeste. Quand le taux de chômage est relativement bas, ben des fois, l'attrait d'un emploi à 20-25 $ de l'heure vient un peu concurrencer le parcours académique. Je retournerai aux études plus tard. Des fois, c'est pas toujours la bonne solution à court terme. Donc, je vous dirais, c'est tous ces éléments-là là, qui font en sorte que le réseau collégial, présentement, accueille un nombre record également, là, pas seulement le cégep de Valleyfield. C'est vrai, on en avait parlé cet été que les jeunes avaient de la difficulté à se trouver un emploi étudiant pendant l'été. Donc, effectivement, peut-être que on va poursuivre nos études dans l'espoir d'avoir un bon emploi une fois formé. Exact. C'est un bon investissement à l'éducation. Ouais. On le sait, les cégeps font face à un gel de recrutement imposé par Québec, à des compressions budgétaires qualifiées d'historiques aussi de 151 millions de dollars. Et parallèlement à ça, il y a de plus en plus, comme on le dit, d'élèves qui fréquentent les cégeps. Vous, au cégep de Valleyfield, comment vous avez réussi à composer avec ces contraintes-là? Bien, effectivement, c'est plus d'élèves, moins d'argent. C'est particulier, en hausse d'effectifs étudiants. Les compressions dans le réseau collégial ont été historiques. Là, une coupure de 150 millions, c'est majeur là, pour un réseau comme le nôtre. Puis, nous, on a déposé, premièrement, un budget déficitaire en juin au conseil d'administration de 1,6 million. Ça aussi, là, c'est un chiffre important. Et on a pris la décision de ne pas comprimer aucun poste. Donc, de maintenir le plus possible les services. Donc, les décisions de tenter d'équilibrer le budget, vous comprenez qu'on n'a pas réussi. Donc, c'est vraiment le plus loin possible de la salle de classe et des services aux étudiants. Donc, par exemple, on a décidé de ne pas peinturer du tout de cette année. Donc, c'est une économie de 130 000 $. C'est pas... C'est quelque chose que vous auriez fait en temps normal si vous aviez... Fait. Oui, OK. En fait, on prend du retard. Hein. C'est pas magique. Ce qu'on fait pas aujourd'hui, le statu quo a toujours un coût. Là. Le fait par exemple, qu'on n'investit pas dans de la peinture ou dans d'autres initiatives, bien, on devra le refaire plus tard à coût plus élevé. Donc, c'est une décision qu'on a prise. On a coupé des éléments, là, comme je vous dis, le plus loin possible là, du service pédagogique dans notre cégep. Donc, on a pris cette décision-là pour cette année, là, de ne pas comprimer de poste. Et quand vous parlez de gel d'embauche, ça aussi, c'est un petit peu aberrant de continuer d'être sous le joug d'un gel d'embauche. Pour le personnel administratif, je tiens à le mentionner, là, tous les profs, tous les services directs aux étudiants ne sont pas touchés par le gel d'embauche. Mais un manœuvre, un concierge part, même moi, demain matin, je quitterai le cégep. Il faut demander une permission pour remplacer ma fonction de travail, tout le volet des ressources humaines, service de la paye, service d'approvisionnement. Donc, ça en ajoute dans un contexte où on a dû jongler avec un budget déficitaire. Donc, oui, effectivement, c'est un élément important. J'ajouterais la limitation de nos budgets d'investissement. Donc, on a reçu des budgets d'investissement, mais on est limité dans notre capacité de les dépenser. Donc, quand on additionne tout ça, on prend vraiment du retard dans plein de facettes dans notre gestion collégiale. Puis, est-ce que le gel d'embauche administratif a des répercussions concrètes sur votre fonctionnement présentement? Présentement, je pense qu'on s'en tire relativement bien, mais on est toujours en train de jongler. Là. Quand un poste se libère en approvisionnement d'un cégep de la taille du nôtre, c'est pratiquement un poste unique. Là. Donc, on ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps, mais c'est toute la mécanique administrative qui nous amène à travailler. Pour moi, c'est des efforts perdus, dans le sens, c'est pas des efforts utiles. Dans un contexte où on a comprimé le budget des cégeps, bien, cessons les autres règles administratives de gel d'embauche. On va se gouverner, souvent je le dis, là, je pense qu'on est capable localement de bien se gouverner dans les cégeps. Donc, cesser de nous mettre d'autres règles administratives. Mais présentement, on s'en tire relativement bien, mais il y a encore des postes vacants, entre autres à l'entretien ménager, là, où à chaque fois quelqu'un tombe en arrêt de travail, bien, on hésite à aller faire la demande parce qu'on fait la demande de manière stratégique. On ne peut pas à chaque fois faire la demande. On va finalement être refusé. Donc, on doit jongler avec le nombre de demandes qu'on adresse au ministère. Donc, c'est un peu lourd pour notre administration. Vous l'avez dit, ça ne touche pas, par exemple, les profs, mais est-ce que ça peut toucher ce qui est autour là, de l'enseignement? Je pense aux activités culturelles, aux activités sportives. On a entendu que dans certains cégeps, la radio étudiante doit cesser, l'impro, ce genre d'activités-là. Bien, en fait, pour le gel d'embauche, tout ce qui est un service direct aux étudiants ne sont pas touchés. Donc, il y a une liste qui existe. Là, donc, tous les services que vous mentionnez ne sont pas touchés par le gel d'embauche. Okay. On peut remplacer les animations, vie étudiante, tous ces éléments-là. Moi, je dis souvent qu'on donne tous du service direct aux étudiants. Là. Donc, quand on nous dit ça, moi, j'ai beaucoup de difficultés, mais il y a vraiment une liste que le ministère a produite
qui nous amène à déterminer ce on doit demander en dérogation. C'est pas interdit, mais il faut demander une dérogation. Pour ce qui est des compressions budgétaires, non, aucun service a été coupé. Il n'y a pas d'animation étudiante ou activités sportives qui ont été supprimées dans le contexte des compressions. C'est le choix qu'on a fait chez nous, mais on ne pourrait pas vivre plusieurs années de la même manière. On a pris la décision pour 2025-2026, dans le contexte qu'on progressait au niveau de l'effectif étudiant. On ne voyait pas comment on pouvait couper des services. Mais sur le long terme, par contre, il y a des réflexions. Totalement. Il n'y a aucune promesse pour 2026-2027. On va falloir revoir l'ensemble des paramètres budgétaires. La ministre Pascale Derry a invité les directions des cégeps à puiser dans leurs fonds cumulés. Est-ce que le cégep en a un? Et si oui, est-ce que ce fonds-là a déjà été attribué à d'autres projets ou peut-il être utilisé comme la ministre l'a indiqué? Bien, c'est effectivement le cas. Quand on dépose, dans notre cas, un budget déficitaire de 1,6 million, c'est parce qu'on a suffisamment de soldes de fonds pour le compenser. Mais ces soldes de fonds-là étaient, comme vous le mentionnez, prévus pour être utilisés au niveau de l'immobilisation, l'investissement dans le cégep. Ces sommes-là proviennent des services autofinancés du cégep dans une bonne partie, du service de la formation continue, service aux entreprises. Donc, c'est des efforts que le cégep a fait pour générer un solde de fonds, pour permettre des projets, comme je vous mentionnais tantôt, la résidence. Le fait de construire une résidence, c'est pas financé entièrement par le gouvernement du Québec. Ouais. Donc, on a dû avoir une marge de manœuvre. C'est 1,6 million que le cégep a investi dans la résidence parce qu'il y avait un solde de fonds. Donc, le fait d'utiliser ce solde de fonds-là parce qu'on n'est pas bien financé au fonctionnement, mais c'est encore une fois des sommes qu'on n'aura pas pour investir, pour rénover le cégep, parce que même si les enveloppes ne sont pas suffisantes, mais nous, on investissait assez régulièrement. L'agrandissement du cégep, présentement, de 13 millions, le cégep a dû contribuer à l'agrandissement. C'est pas 100% financé. Donc, on a un solde de fonds, mais comme vous le mentionniez, il était déjà utilisé ou planifié d'être utilisé par les cégeps. Vous parliez de l'agrandissement du cégep. Parce que là, on entend dans d'autres cégeps où les gens se disent, ben là, on a des problèmes, on n'a pas assez de place. Est-ce que dans votre cas, c'est une bonne affaire que le projet d'agrandissement ait commencé avant la situation actuelle? Tout à fait. On a débuté dès le début de l'été 2024. Puis quand est arrivé, entre autres, la limitation d'utiliser les sommes du budget d'investissement, on a eu peur quelque peu, même si le contrat avec Octroyé, un contrat, ça peut se briser. Donc, on craignait que le ministère nous arrête, mais le fait que le chantier était lancé, je pense que ça nous a protégés pour la suite. Donc, on est relativement chanceux à ce niveau-là. On est arrivé au bon temps d'agrandir le cégep, ce qui va nous permettre d'accueillir plus d'étudiants, autant au campus principal que dans les centres d'études. Dans des locaux modernes, parce que ça, c'est attrayant aussi pour l'étudiant d'avoir des locaux neufs. Exact. À la rentrée, quand vous avez rencontré les médias locaux, vous avez parlé de l'enquête nationale québécoise sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur, qui démontre, entre autres, que beaucoup d'étudiants composent avec l'anxiété. Et vous avez aussi des données spécifiques pour votre établissement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? C'est quoi les constats? Puis qu'est-ce que vous faites aussi avec ces données-là pour aider vos étudiants? C'est une enquête fort intéressante. Quand on touche une enquête de cette envergure-là, on espère avoir notre partie à nous, parce qu'une enquête de 30 000 étudiants du collégial on se sent moins concerné si on n'est pas capable d'avoir une lecture cégep de Valleyfield. On a eu la chance de l'avoir. Il y a environ 319 personnes du cégep qui avaient répondu. Donc, on a pu extraire les informations du cégep. Donc, c'est quand même un bon nombre là, pour le nombre d'étudiants. D'un point de vue statistique, c'est très précis. Un étudiant sur deux vit des anxiétés assez importantes. Vit aussi d'isolement, parfois. Là. Donc, l'isolement, autant par des collègues ou par la famille, le milieu naturel des étudiants. Donc, un étudiant sur deux vit ces problématiques-là. Par contre, 90 des étudiants qui fréquentent notre cégep ont dit qu'ils étaient écoutés par les services du cégep. Donc, on a des services psychosociaux, le service d'aide et d'accompagnement des étudiants, l'ensemble du corps professoral du cégep. Donc, c'était un élément très positif de notre cégep que ces gens-là étaient disponibles pour les écouter. Donc, même si on est rendu au collégial, vous seriez surpris de savoir que les étudiants se confient aux profs. Donc, parfois, les profs ne sont pas toujours outillés nécessairement, mais ils peuvent à ce moment-là les référer à nos services psychosociaux. Donc, ça aussi, c'est un élément très, très important de notre structure d'accompagnement au cégep.
Et je crois que les étudiants qu'on accueille à cette rentrée-là, les choses ne s'amélioreront pas naturellement, je dirais ça comme ça, parce que les étudiants qu'on reçoit, c'est les étudiants qui ont débuté le secondaire en pleine pandémie en septembre 2020. Donc, ils ont fait de la transition primaire-secondaire dans un contexte où distanciation, même cours à distance. Donc, la transition secondaire collégiale, elle est importante aussi. Hein? On arrive dans un monde un peu plus libre. Hein. Souvent, je donne le parallèle qu'au secondaire, il y a une cloche pour te dire le cours débute, mais au collégial, ça n'existe plus. Donc, juste ce seul élément-là, tes parents ont plus accès à ton dossier académique. Hein, et tous ces éléments-là font en sorte que c'est une transition importante. Puis vient avec ça un lot d'anxiété assez important. Là. Un niveau de responsabilité. Oui, d'autonomie. Oui, exactement. Puis il n'y a pas tout le monde qui le voit ça comme un défi. Plusieurs sont inquiets de ça. Mais on fait plein de mesures pour s'assurer que la transition secondaire collégiale se passe bien. Là, on les accueille régulièrement. En juin, les étudiants, et dès le début, là, avant que les cours débutent, là, le mercredi, par exemple, on les accueille au cégep pour leur expliquer l'ensemble de ce qu'ils ont envie. Ils vont à un atelier sur le métier d'étudiant. Là. Le mot peut être drôle, là, mais c'est quand même... Il y a des responsabilités qui viennent avec ça également, d'être étudiant au collégial. Donc, on pense qu'on fait la bonne chose. Les résultats le démontrent également que le sentiment d'appartenance envers notre organisation, elle est importante aussi pour ces étudiants-là. Souvent, on parle d'une taille de cégep idéale. Je ne pourrais pas le définir, mais chez nous, j'ai l'impression qu'on a une taille qui fait en sorte qu'on est capable d'accueillir nos étudiants puis bien s'en occuper. On a entendu parler de zoothérapie. Oui. Je crois que c'est nouveau cette année. Oui, bien, en fait, ça fait un certain temps qu'on a expérimenté, je dirais ça, parce que ce genre de projet-là, on ne doit pas arriver en disant, ben on le fait, puis c'est chose réglée, c'est progressif. Mais on a, là, c'est 2 chiens qu'on a qui viennent au cégep, Gaïa et Miro. C'est vraiment un concept pour aider les étudiants à gérer mieux leur anxiété, leur nervosité. Puis je dois vous avouer que ça fonctionne bien. Donc, les étudiants qui prennent rendez-vous avec nos spécialistes psychosociaux, tout ça, quand que le chien est présent, c'est un rendez-vous qu'ils ne manqueront pas. Là. Ils vont venir, puis ils vont s'assurer que l'étudiant soit là. Puis l'étudiant, le chien, je veux dire, il est formé. Et il sent le stress de la personne, jeune ou adulte, et agit en conséquence. J'aime ça mentionner que ces chiens-là peuvent pas être 40 heures par semaine au cégep. Hein. Ils sont épuisés après, par exemple, un avant-midi ou un après-midi de travail. Là. Donc, c'est très prenant pour le chien parce qu'à quelque part, il s'assure de bien jauger l'anxiété ou la problématique que l'étudiant peut avoir. Donc, oui, c'est une belle avancée. On fait également, autant dans les centres qu'au campus principal, des séances où on amène plusieurs types d'animaux aussi. Et moi, ça m'épate toujours de voir un joueur de football de 300 livres prendre un petit animal puis être autant ébahi. Là. Donc, je pense que l'ensemble des gens qui aiment les animaux peuvent comprendre le bienfait que ça a. Puis on gère l'élément allergique également. Là. Donc, on ne laisse pas les chiens aller vers les gens qui ne seraient peut-être pas confortables de voir un chien. Mais c'est une avancée importante dans notre cégep. On n'est pas le seul. Il y a plein de cégeps maintenant qui déploient ce genre d'initiative. Mais justement, il y en a du positif dans les cégeps malgré tous les défis, notamment, donc, on le disait, la hausse des inscriptions. Quel programme est le plus populaire? Où est-ce que vous vous démarquez au cégep de Valleyfield? Puis autant aussi dans les autres campus. Là, Ça, c'est une question difficile parce que si je les nomme pas tous, là, on va me le Vous allez le reprocher. savoir. Là. Ceux qui sont très en demande. En fait, je commencerai par soins infirmiers. Tantôt, je parlais de l'attestation d'études collégiales. Donc, c'est vraiment un créneau important là, qu'on offre en soins infirmiers, des étudiants formés à l'étranger qui veulent perfectionner leur métier et venir être infirmière ici au Québec. Et le programme de soins infirmiers est déployé dans 3 endroits. Donc, au campus principal, à l'hôpital Anna-Laberge et au centre de Vaudreuil-Dorion. Donc, je vous dirais que le programme de soins infirmiers est très en demande et on obtient aussi une belle performance à l'examen de l'ordre à chaque année. Mais avec le nouvel hôpital, en plus de Vaudreuil-Soulanges, évidemment que la demande va être là. Et 2 hôpitaux aussi, déjà sur le territoire. Ça va être un 3e dans mettons, Valleyfield et les environs, si on compte Châteauguay. Exactement. Puis l'idée, c'est pas de déshabiller un autre centre hospitalier également. C'est d'en ajouter au net. C'est notre prétention. Là. Le fait de déployer Vaudreuil, le centre d'études à Vaudreuil-Dorion, c'est d'ajouter des programmes en santé. Donc, physiothérapie, qui est carrément un nouveau programme dans la région. Technique de physiothérapie est offert à Vaudreuil-Dorion. Et technique d'éducation spécialisée.
Lui, il est autant à Vaudreuil-Dorion, à Valleyfield qu'à Saint-Constant. Donc, lui aussi, là, on a une belle couverture sur le territoire et c'est un programme extrêmement populaire. Si je parle des techniques un peu plus lourdes qu'on appelle, là, donc Génie électrique, qui est un programme qu'on donne au campus principal. Pour une 2e année consécutive, on a 3 groupes de nouveaux. Donc, un programme qui a eu quelques années difficiles, avec une 15aine seulement d'inscriptions par année. Là, on est vraiment dans une progression importante. Tout comme Génie mécanique, Génie civil, là, qui sont des programmes qui attirent très bien dans notre organisation. Là. Vraiment, on est bien content de ces programmes-là. Le cégep de Valleyfield, c'est 65 % de filles, 35 % de garçons. Donc, quand on a des programmes techniques qui attirent plus les garçons, c'est positif. On sait que l'enjeu des garçons, au niveau de la persévérance, de la diplomation au secondaire, donc quand on les voit arriver en grand nombre, on est content également. Puis le campus de Saint-Constant est très populaire. Nous, on avait couvert justement l'ouverture il y a quelques années déjà. Est-ce que les locaux actuels vont suffire à la demande ou il va devoir y avoir agrandissement là aussi? Effectivement, si on doit ajouter des programmes, ça va prendre un agrandissement. Donc, il va falloir regarder avec le propriétaire actuel, qui n'est plus la ville de Saint-Constant. Là, donc, on va falloir voir avec eux. Il y a l'UQAM également qui offre des cours en soirée et les week-ends. Donc, l'UQAM, je pense, serait intéressé également de participer à un projet qui ferait en sorte qu'il pourrait donner des cours le jour. Donc, imaginez les gens de la région qui pourraient autant étudier au collégial, qui est déjà comme ça présentement, et universitaire également le jour. Donc, ce serait un beau projet. Avec la situation des finances publiques, je ne suis pas convaincu que présentement, on serait bien écouté puis que le projet peut progresser, mais définitivement qu'il va falloir penser à ajouter des pieds carrés si on veut bien desservir les gens de la région. Bien, en tout cas, on vous souhaite une bonne année scolaire. Merci. Les défis sont grands, mais les projets aussi sont intéressants dans votre milieu. Donc, merci d'être passé par Candiac. Merci beaucoup. On prend une petite pause et on revient avec nos nouvelles à rafale. Une mère de 34 ans et son fils de 5 ans ont péri le 27 août dans un accident survenu sur l'autoroute 30 Est à la hauteur de Boucherville, près de l'échangeur de l'autoroute 20. Un poids lourd a violemment percuté le véhicule de Tania Lalonde ainsi que plusieurs autres voitures. Selon la Sûreté du Québec, le camionneur n'aurait pas freiné à temps à la suite d'un ralentissement de la circulation. 4 autres personnes ont subi des blessures mineures. Le coroner, maître Robert Poirier, a été mandaté pour faire l'investigation visant à déterminer les causes et circonstances des décès. Ce drame était le 3e accident mortel impliquant un poids lourd à survenir sur les routes du Québec la semaine dernière. Il y avait eu un délit de fuite mortel sur l'autoroute 20 à Saint-Hyacinthe. Le camionneur de 39 ans a été arrêté 2 jours plus tard en Outaouais. Le premier accident a également eu lieu en Outaouais où un homme de 46 ans a perdu la vie après être entré en collision avec un poids lourd sur l'autoroute 50 dans un secteur où les voies se rencontrent sans terre-plein. Est-ce possible de voler à bord d'un avion à propulsion électrique? C'est ce sur quoi travaille la firme suisse H55 qui a inauguré ses nouvelles installations à Longueuil la semaine dernière. L'usine de 13 000 pieds carrés, aménagée au cœur de la zone d'innovation, est reliée directement aux pistes de l'aéroport Montréal métropolitain à Saint-Hubert. On y regroupe à la fois l'assemblage de batteries et un bureau d'ingénierie. Une trentaine d'employés y travaillent déjà et la production doit commencer en septembre pour des livraisons prévues à partir de 2027. Pour son cofondateur, André Borchberg, l'arrivée à Longueuil représente une étape clé pour s'implanter en Amérique du Nord, alors que l'aviation électrique attire de plus en plus l'attention. Le projet est appuyé par un financement de 20 millions de dollars des gouvernements du Québec et du Canada. Il faut dire que le carnet de commandes est déjà rempli. Les batteries et les systèmes de propulsion équiperont des avions chez des partenaires de taille comme CAE, Pratt & Whitney Canada et Harbour Air. Son système de 100 kW devrait recevoir sa certification en 2026. Pour les exploitants, l'électrification est loin d'être anecdotique. On parle d'économies de carburant de l'ordre de 30 % tout en accélérant la décarbonation du transport aérien. Un projet de 100 logements à loyer modique destiné aux aînés sera construit à Salaberry de Valleyfield. C'est l'organisme Mission Unité Aînée, mis sur pied par le philanthrope Luc Maurice, qui est derrière cette initiative. Il a annoncé 6 projets la semaine dernière, dont un à Laval, à Québec, Victoriaville, Trois-Rivières, Saguenay et, bien entendu, Valleyfield. Les gouvernements du Québec et du Canada investissent 135 millions de dollars dans ces projets. Un premier immeuble a été inauguré à Grimby au même moment de l'annonce des nouveaux projets. Le maire de Valleyfield, Miguel Lemieux,
a mentionné que dès la création de l'organisme, il avait démontré un intérêt, mais la première phase s'adressait aux villes de plus de 50 000 habitants, ce qui n'est pas le cas pour Salaberry de Valleyfield. La ville a travaillé pour être en première ligne lors de la deuxième phase. L'immeuble sera construit sur un terrain de la rue Touga qui appartient à la ville. Le complexe sportif d'Elson-Sainte-Catherine a finalement été inauguré le 26 août, près de 10 ans après le début des discussions. Ce projet de 34 millions de dollars, situé à proximité du boulevard Georges-Gagné-Nord à Delsun, ouvrira officiellement ses portes le 22 septembre. Il reste quelques travaux de finition à faire à la piste de course et aussi aux 2 salles multifonctionnelles qui accueilleront notamment des cours de yoga et de Zumba. Le public pourra d'ailleurs découvrir le complexe lors de journées portes ouvertes les 12 et 13 septembre. Le bâtiment impressionne par ses infrastructures. On parle de 4 terrains synthétiques polyvalents pour le soccer, le football, le golf et le baseball, une piste de course intérieure de 370 mètres, un espace d'entraînement fonctionnel et un studio de cardio-vélo. Les principaux locataires seront le club de soccer Roussillon et le collège Charlemagne, mais les citoyens non résidents pourront également profiter des installations. Le projet a vu ses coûts doubler depuis sa conception initiale. Sainte-Catherine, qui était seule au départ, parlait de 18 millions de dollars. Finalement, Delsun s'est ajouté au projet. Il y a une subvention de 7,5 millions aussi. Mais la pandémie et l'explosion des coûts de construction ont fait grimper considérablement la facture à 34 millions. Savais-tu, Audrey, que c'était un peu Noël à Châteauguay la semaine dernière? Non, pas le Noël des campeurs en retard, mais c'était plutôt en raison du tournage d'un film américain où des scènes hivernales ont été tournées dans la municipalité. Oui, neige artificielle, décorations de Noël, sapins de Noël ont été installés sur le terrain d'une résidence du boulevard Diouville. Cette maison avait été ciblée pour le tournage de scènes extérieures et intérieures pour le film The Love Hypothesis. Peut-être que le titre vous dit quelque chose puisque c'est une adaptation d'un livre à succès qui porte le même titre de l'autrice Ali Hazelwood. C'est une comédie romantique qui met en scène une étudiante universitaire et un prof. J'en dis pas plus. L'actrice Lily Reinhardt joue le rôle principal en compagnie de l'acteur britannique Tom Bateman qui tient le rôle du professeur. Le défenseur des Canadiens de Montréal, Lane Hudson, a participé à un événement caritatif à Brossard la semaine dernière au profit des manoirs Ronald McDonald. Notre collègue Guillaume Gervais a assisté à ses prouesses sur la glace. Un reportage à regarder sur les plateformes de Ma vie, ma région. À surveiller cette semaine, c'est ce dimanche que débute la nouvelle saison d'Occupation double Chypre. Et on le souligne car 3 participants sont de la région, notamment le fils de notre collègue Chantal, le beau Danick. On sera tous là pour regarder ça sur les ondes de nouveau.